Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50, c'est l'heure du journal et voici les titres. À la une ce soir, un autre drame sur la route. 2 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation ce jeudi matin à Akak, dans la Mefou et à Famba. À l'origine, un camion-ben conduit par un apprenti chauffeur qui a violemment percuté une moto. Parmi les victimes, un militaire. Les transactions financières à l'international ne sont plus aussi aisées. Les usagers sont soumis à de multiples conditions avant de transférer de l'argent à l'étranger, en plus des procédures administratives interminables, des quotas. Les coûts sont élevés. Constats et explications à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous découvrirons ce à quoi ressemblent les espaces verts aménagés pour la détente. Ceux de l'arrondissement de Douala 5e sont transformés en espaces de commerce. Et au Gabon, on est toujours dans l'attente de la confirmation de la victoire de Brice Oligui Nguema par la Cour constitutionnelle. Les Camerounais vivant sur ce territoire s'expriment ce soir sur cette élection présidentielle. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Une nouvelle tragédie sur la route, qu'un accident de la circulation s'est produit ce matin à Akak, dans la Mefouille à Famba. Un camion-ben a percuté une moto avant de finir sa course dans un débit de boisson. Bilan 2 morts et un blessé grave. Les détails dans ce reportage de Karel Mezachachoya. Je reviens le soir. Des cris et des pleurs déchirants. Cette femme vient de perdre son conjoint de manière tragique dans un accident de la circulation. Il se rendait au travail sur une moto avec une autre personne lorsqu'ils ont été percutés de plein fouet par un apprenti chauffeur, communément appelé motorboy, au volant de ce camion-ben. Ce dernier a terminé sa course folle dans un dépôt de boissons et est passé de vie à trépas sur place. Un drame survenu aux environs de 9h ce 17 avril, au lieu-dit lycée d'Akak, non loin de la localité des Bang dans la Mefouille à Famba, région du centre. Il descendait avec le camion. Il est parti, il est quitté de son côté, il est parti de l'autre côté. Maintenant, le policier qui montait à sa moto, lui a vu comment il descendait. Il a fui de l'autre côté. Maintenant, lui, il a ramené encore le volant de l'autre côté. Il lui a porté maintenant de paniquer, venir entrer ici comme ça. C'est pas le chauffeur, c'est le motorboy. Il n'a même pas un mois dans le camion, ce petit qui est décédé là. Le motorboy a pris le camion, il a tué 2 personnes. Lui-même, il est décédé. Il a tué un militaire. Et le 3e, on l'a amené à l'hôpital dans un état très critique. La non-maîtrise du volant et l'excès de vitesse sont pointés du doigt. Ce n'est pas la première fois que pareil drame survient ici. Le gros porteur est tombé, a fait l'accident avec un bus, avec 2 petits, il y a le 3e véhicule, c'était le car, une voiture personnelle, sur le même endroit. Ça fait exactement 1 mois, il y a eu des morts. Il y a eu, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Les riverains lancent un appel à plus de vigilance, tout en s'activant pour extirper la dépouille du motorboy de l'engin roulant broyé. Autre titre, les transactions financières à l'international sont de plus en plus corsées. Pour les adeptes de ces transferts, les opérations sont soumises à de longues procédures administratives et des coûts élevés de transactions. Quand le transfert d'argent à l'international, à l'étranger, devient un casse-tête. Reportage de Leslie Poumetia et Henri Tinda. Les transferts d'argent à l'international sont devenus un véritable casse-tête pour les Camerounais. De longues procédures, des quotas limités et des coûts élevés entravent les transactions. Les usagers sont obligés de s'armer de patience et de trouver des stratégies pour contourner ces difficultés. Le quota pour envoyer l'argent pendant 1 mois, c'est 1 million une personne. Quand j'ai plusieurs agents, je suis obligé d'envoyer 1 million par moi-même et solliciter le service d'une autre personne. Pour transférer un argent, tu dois lever la DI. Donc l'État doit te donner
un accord. J'ai un client qui voulait acheter une pick-up. On lui demandait 7 millions en France. Mais nous avons fait le tour de la ville de Douala parce que ici chez moi, il a fait 3 millions pour 3 personnes différentes. Et celui de l'autre côté était obligé de trouver d'autres personnes pour pouvoir l'aider à faire le retrait. Que ce soit dans les agences de transfert de fonds ou les banques classiques, les usagers rencontrent les mêmes problèmes. Cela représente un manque à gagner important pour les entrepreneurs qui dépendent de ces transferts. Si vous avez une marchandise de 7 millions à acheter de l'autre côté, il faut que vous soyez là avec quelqu'un d'autre qui est différent de vous ou avec sa pièce d'identité. Et même malgré tout, le bénéficiaire de l'autre côté ne peut pas bénéficier d'un certain montant venant d'un même pays par les mêmes personnes. Une fois parti vers des banques classiques, il va falloir des formalités. On a une formalité administrative. Le contrôle est un peu plus dur, solide. Ouais, donc pourquoi on a du mal à importer? On a du mal à importer des quantités importantes. Le montant maximum autorisé pour les transferts d'argent à l'international varie en fonction du statut de l'expéditeur et du moyen de transaction utilisé. Cette situation complique encore davantage les choses pour les personnes concernées. Et pour comprendre les raisons derrière le durcissement des transferts d'argent à l'international, nous avons rencontré un expert financier. Christian Hervé Balogog donne quelques grandes lignes au micro de Leslie Poumitia. Premièrement, il faudrait comprendre que ce n'est pas une décision des banques, c'est une décision de la COBAC et notamment de la BEAC. Ça participe dans la lutte du blanchiment de l'argent et du financement du terrorisme, ainsi que de la fuite des capitaux. Donc que les clients ne pensent pas que ce sont les banques qui leur posent des conditions supplémentaires, mais c'est juste en respect à la réglementation qui est en vigueur actuellement. Vous achetez des moteurs d'occasion pour 2 milliards de francs. Il y a combien de véhicules qui ont besoin de moteurs d'occasion ici pour 2 milliards de francs? Vous comprenez, vous n'êtes pas Tatrafrique. Mais si par contre vous êtes une compagnie de transport aérien, vous me dites je vais acheter des tickets pour 200 millions. La transaction est cohérente avec votre profil de transaction. Promotion alléchante, faux jeu, concours, appel suspect. L'arnaque au bout du fil se répand à grande vitesse. En cause, un accès jugé trop facile aux cartes SIM malgré une réglementation censée limiter leur nombre par utilisateur. Un système vulnérable, des failles exploitées et une population de plus en plus méfiante. Les précisions dans cet élément de Titi Freeman et Serge Tachemo. La prolifération d'arnaques téléphoniques au Cameroun interroge. Au cœur du problème, l'accès facile aux cartes SIM. Tu vois un gars avec 4-5 téléphones. Si là forcément c'est un téléphone, ça veut dire que... Et aujourd'hui avec WhatsApp, tu peux avoir 2 numéros sur WhatsApp. Tu vas voir un gars, il a 2 numéros sur chaque WhatsApp, il a 4 téléphones, ça fait pratiquement 8 WhatsApp. Il fait quoi avec 8 WhatsApp? Ça ne peut qu'être pour arnaquer les gens. Comment ils font? Et c'est pas normal. Parce que ces gens-là, ce sont des arnaqueurs en fait. Ils sont eux qui nous volent partout là, qui volent nos parents. Donc je pense que le mal il est profond. Au banc des accusés, les opérateurs de téléphonie mobile. Défaillance des systèmes de contrôle, manque de rigueur, les griefs fusent. C'est à la base, c'est-à-dire dans ce sont ces personnes-là qui doivent couper ces lignes-là pour que les Camerounais aient la paix. On a seulement laissé. Si on veut, ça peut s'arrêter. Un plafond de 3 cartes SIM par opérateur et par usager est pourtant bel et bien recommandé. Et le processus d'identification censé être rigoureux. Dès lors que vous avez rempli toutes les informations du client filmées, comme je vous ai dit, maintenant, la partie dont le client doit choisir le numéro. Lorsqu'on clique de là, si les 3 numéros ne sortent pas, il y aura un autre message qui va apparaître. Le message qui doit apparaître, ce message, c'est cancel. Cancel, en langage, pour dire que le client a déjà 3 numéros. Quand on arrive à cette étape-là, on monte sur le client, on dit au client que le client a 3 numéros. Et la seule option, c'est de rentrer à l'agence pour pouvoir demander qu'on supprime un de ces numéros pour qu'il puisse encore entrer en position d'une nouvelle semaine. Entre la nécessité d'un accès facile à la téléphonie et la protection des consommateurs, l'équilibre reste fragile. Et parfois, à la recherche d'un équilibre mental, certains ont recours
aux espaces verts pour se détendre. À Douala, dans le 5e arrondissement, ces zones de verdure affichent un tout autre visage. Ils sont devenus des lieux de commerce où affluent des commerçants ambulants. Voici le reportage de Junior Rossa et Emmanuel Tibui. Des bancs publics transformés en comptoirs pour serviettes et mouchoirs. Et ce mini-marché de vêtements créé sur cet espace vert au lieu dit hôpital de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. Un phénomène diversement apprécié par les populations. Ça fait de la saleté pour notre nation. C'est pas bien, c'est pas propre. Je viens de trouver la place est occupée, il n'y a plus l'endroit pour prendre le lait. N'oublions pas que avoir un espace commercial dans des commerces sont devenus vraiment très difficiles. Ils profitent simplement d'un vide pour s'installer et faire le peu qu'ils peuvent. Cet endroit de loisirs et de détente a perdu sa verdure et de sa superbe. Les bancs publics servent aussi de lit aux propriétaires de ces vêtements accrochés aux arbres pour être vendus. Non, c'est que c'est interdit parce qu'on n'a pas les espaces au marché. Partout est saturé au marché. Partout on parle de chasse, partout on parle de chasse. C'est pour ça qu'ils sont venus se recaser un peu de ce côté. Conscients qu'ils occupent illégalement cet espace vert, ces vendeurs ambulants trouvent des moyens de contourner les agents de la police municipale. On jongle, on vient parce qu'on sait que parfois elle passe vers 9h, 10h, nous on vient à 14h, 15h. Au niveau de la mairie de Douala 5e, il s'agit là d'un acte d'incivisme condamné que l'on combat de manière régulière. La police est déployée pour aller intervenir de part et d'autre. Cette police est appelée à aller intervenir. Bon, aussitôt donc, nos collaborateurs ont tourné le dos, tout de suite ces gars reviennent. Nous n'allons pas admettre tout ça. Nous n'allons pas également baisser les bras. Nous allons davantage continuer à les sensibiliser. Au cas où c'est nécessaire, nous allons toujours saisir leur activité et mettre à la fourrière municipale. La mairie de Douala 5e invite les populations au civisme pour préserver la beauté de leur arrondissement. Les fidèles catholiques sont en plein dans la période dite de Triduum Pascal. Ces 3 jours marquant le dernier repas du Christ avec ses disciples, son arrestation, sa mise en croix et sa résurrection aboutissant à la Pâque. Allons à Yaoundé retrouver nos reporters Joël Diom 3 et Michel Foucault. Qu'en est-il de cette commémoration à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi? Le Triduum Pascal, cette période de 3 jours de méditation intense allant de ce jeudi saint au dimanche de Pâques, bat son plein en la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, comme vous pouvez le voir derrière moi avec la messe qui se tient en ce moment. Le moment est porteur d'un symbole religieux fort, à savoir la méditation du dernier repas du Christ avec les apôtres, son arrestation, sa mise en croix, puis sa résurrection. Dès ce soir jusqu'à la messe de Pâques, dimanche prochain, l'Église catholique connaîtra le point culminant, le centre de gravité de l'année liturgique. En ce moment, ici à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, de nombreux fidèles ont répondu présents à l'occasion de cette célébration eucharistique. Il faut noter que ce soir, lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain et le vin deviennent véritablement l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ. Il y a aussi le lavement des pieds, geste par lequel le Christ prend la condition d'un esclave en lavant les pieds de ses disciples avant sa mort pour absoudre les péchés des hommes. La commémoration du Triduum Pascal se poursuit sous une pluie battante ici en la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, d'où nous signons Joël Diom 3, Michel Foucault et Kelvin Akime pour Canal 2 International. Merci. Et dans l'actualité également, rideau sur 4 jours d'introspection technique au ministère des Travaux publics. Ce jeudi, le regard était tourné vers la direction de la construction. Bras technique du bâtiment, l'heure était au bilan, mais surtout aux remontrances. Le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi a égrené des exigences claires, rigueur, abnégation et efficacité. Delphine Fonkoutene, Jean-Bernard Tanier. Ce jeudi, les regards se sont braqués sur le futur immeuble devant abriter les services centraux du ministère des Travaux publics. À 91,3%, le chantier respire l'achèvement, du moins sur le papier. Car derrière les murs en béton qui montent fièrement vers le ciel, les retards de paiement font grincer les dents. Pourtant,
L'entreprise adjudicataire ne lâche rien. Juin 2025, elle y croit pour la livraison. Ce projet n'est qu'un maillon d'une chaîne plus large. Une dizaine de bâtiments publics passés au peigne fin par les équipes du MINTP, avec Emmanuel Nganou-Djoumessi en chef d'orchestre méthodique. Les uns et les autres pour leur assiduité, en les invitant à la rigueur, au désintéressement et à la quête des rendements. Les routes, les ponts, les immeubles, tout a été scruté. Et à la sortie, une volonté ferme, fixer de nouveaux délais. Je demande donc qu'une période de 10 jours visant la contractualisation de tous les travaux encore en attente soit arrêtée. Cette période de 10 jours va courir dès le lendemain, c'est-à-dire dès demain. Pour que ce travail de fourmi ne se perde pas dans les tiroirs de l'administration, le ministre des Travaux publics invite les différents acteurs à évaluer régulièrement. Chacun en ce qui le concerne, d'organiser désormais tous les 21 jours des réunions de suivi à leur niveau. Pour harmoniser les efforts, le guide de l'ingénieur du suivi est mis à la disposition de ces acteurs. C'est une sorte de boussole technique pour éviter les dérives et viser l'excellence. La région du centre se mobilise pour combattre les nouveaux cas de poliomyélite détectés au Cameroun. La première campagne de riposte sera lancée le 24 avril prochain. Les parents sont invités à faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans. La stratégie a été présentée aux professionnels de médias lors d'un briefing organisé à Yaoundé. Les détails avec Karel Mizachachoya et Samuel Bakissé. Il y a des résultats positifs dans la lutte contre la poliomyélite au Cameroun. Le nombre de cas enregistrés entre 2022 et 2025 le confirme. Le pays est passé de près de 1400 en 2022 à 900 en 2023. En 2024, on était à environ 500 et depuis le début de l'année en cours, le compteur affiche 58. Malgré ces avancées, les nouveaux cas détectés suscitent des inquiétudes. Nous avons à peu près 8 cas qui ont été détectés dans la région de l'Est, dans la région de l'extrême nord, dans la région du littoral, et pour lesquels aucune riposte n'a encore été menée. Donc ça veut dire qu'il est opportun, le gouvernement a trouvé opportun d'organiser à cet effet 2 tours de campagne de vaccination contre la polio, dont le premier tour aura lieu du 24 au 27 et le second tour aura lieu un mois plus tard, entre le 29 mai et le 1er juin. Le vaccin est la mesure de protection la plus efficace. Les professionnels de la santé ne cessent de le dire pour encourager les parents à y adhérer. Les équipes de vaccination se déploieront sur le terrain pour mener à bien cette opération. Les professionnels de médias ont été briefés sur cette stratégie ce 17 avril à Yaoundé. Et le Cameroun affûte ses armes dans la lutte contre les changements climatiques. Le pays met en branle le document stratégique censé harmoniser les voix et les actions de tous les acteurs engagés dans la bataille climatique. Objectif, parler d'une seule voix pour séduire les guichets de financement et donner corps aux engagements. Les détails avec Delphine Fonkoutene, Luc Vendor. La stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques est presque bouclée. Rédigé à 90%, le document pose les bases d'une vision nationale et précise les rôles et responsabilités de tous les acteurs. Ce document va définir les différents axes stratégiques, les priorités dans les actions d'atténuation, les priorités d'actions d'adaptation et même le plan de mobilisation financière avec les différents guichets qui existent pour que le Cameroun puisse tirer véritablement parti de la lutte contre les changements climatiques et faire en sorte que notre vision qui est de transformer le handicap en opportunité de développement soit véritablement concrétisée à travers l'agenda climatique. Tout part de la COP21 tenue à Paris, où le Cameroun, à l'instar d'autres États, s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Depuis, les effets des changements climatiques se sont faits plus visibles, d'où la nécessité pour le pays de se doter d'un document structurant. La vie devient insupportable. La sécheresse est un peu partout. Nous avons que des problèmes. Et nous pensons qu'avec ce comité, nous mettons sur pied un plan climat. Ce 17 avril, les membres du comité de facilitation de la mise en œuvre de cet agenda climatique tiennent leur première session à Yaoundé. 8 consultants recrutés pour affiner le contenu du document. Leur mission étant de finaliser le texte pour qu'il soit soumis à la validation du Premier ministre avant la fin du mois,
puis publié. Et dans notre page live, plongeons dans la vie nocturne du marché Mvongbi à Yaoundé. Chaque nuit, des paysans et paysannes venus des 4 coins de la région du centre bravent la pluie, le froid et l'insécurité pour écouler leurs vivres. Dormant parfois même le sol, ils approvisionnent les détaillants des marchés périphériques. Reportage Delphine Foncoutene, Jacques-Patrick John et Jean-Bernard Tani. La nuit s'installe sur Yaoundé, mais au marché Mvongbi, le jour ne s'éteint jamais vraiment. Les klaxons bourdonnent encore dans les rues encombrées du centre-ville. Au cœur de ce tumulte, une autre vie s'éveille, celle des commerçants de l'ombre. Nous sommes à la veillée pour attendre la marchandise qui sort de part et d'autre, de 100 000 maisons télé, un peu de partout, jusqu'à 4 heures au plus tard. Ils sont là dès 20 heures. Des femmes pour la plupart. En tenue robuste, foulard bien noué, pantalons superposés sous des pulls verts pour vaincre le froid et les moustiques. Ces commerçants arrivent des villages environnants pour vendre, coûte que coûte. On vend ici parce que ici c'est plus rapide un peu. Bon, il y a aussi la protection. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. On ne dérange pas quand même. Tu finis de vendre, tu rentres au village en paix. Couché à même le sol, Mvongbi devient, le temps d'une nuit, une grande cour de campement. On n'a pas de lit ici. On dort en plein air dessous les vérandas. Tu dors aussi sur le sable de manioc comme les autres. Dans la zone du plantain, c'est la loi du plus rapide. Entre bousculades, tractation à la lampe torche et peur des vols, l'ambiance est souvent électrique. Dès l'aube, des produits sont étalés dans d'autres marchés de la ville. Mais cette chaîne a un coût, celui du sacrifice de ces femmes et de quelques hommes qui nourrissent la ville en dormant à la belle étoile, entre insécurité, fatigue et espoir de lendemain meilleur. Et la construction du stade Japoma a donné des idées aux opérateurs économiques de la ville de Douala. Plusieurs ont déboursé d'énormes moyens pour investir aux alentours de cette infrastructure sportive. Mais malheureusement pour eux, les affaires ne marchent toujours pas. Voici le reportage de Laurent Docho et Henri Tina. Ce rêve, c'est effrité. Par ces mots de désolation, Marie-Paul vit dans la résilience totale. Et pour cause, elle fait partie de ceux qui ont fait des investissements commerciaux autour du stade de Japoma, dans l'espoir de tirer profit des compétitions sportives. Depuis la CAN 2021, leur rêve a été vite brisé. Nous étions à la base, nous étions plus une dizaine. Tous sont partis après une année. Après la CAN, ils sont partis. J'ai resté la seule. Et en restant, avec le temps, je me suis dit que ça devait changer en fait, vu l'investissement que j'avais fait. Pour l'instant, je dirais non. Et derrière moi, il n'y a personne. C'est vrai que dans l'ensemble, nous disions et on croit que si le stade de Japoma développe des activités, nous devrions en jouir de ces activités-là et l'activité définitivement devrait démarrer. Un doigt accusateur est aussi pointé sur le retard de livraison du chantier de la pénétrante est de la ville de Douala, ce qui rend le stade difficile d'accès. On a beaucoup de blocages. Il y a la route, l'entrée est de Douala, de la Djibamba jusqu'à pratiquement Borne 10 qui est en construction depuis quelques années. Donc du coup, l'accessibilité n'est pas facile. Les clients recherchés, c'est généralement ceux qui viennent pour les événements dans le stade. Par manque d'événements au stade, on a quand même quelques clients discrets. Certains ont fait le choix de fermer leur commerce en attendant que la situation s'améliore. Mais ça semble indéfini. En culture, l'Institut français de Douala a vibré au rythme des chansons de Bendeka. Ce mercredi, l'artiste a donné à ses fans un avant-goût de son prochain spectacle à Paris. 2 heures de régal pour les mélomanes qui ont fait le déplacement. La célébration des 40 ans de carrière du chanteur annonce déjà ses couleurs. Arun Azira, Thierry Nana, reportage.
Un public surexcité à l'écoute des premières notes de Souffrance d'amour de Bendika. Les mélomanes reprennent en chœur ce titre à succès de l'artiste. L'émotion est à son comble pour chacun des fans ici présents. Armés de leur téléphone portable, ils immortalisent le moment, esquissent quelques pas de danse et profitent de cet avant-goût de l'Olympia. Le public connaissait les chansons, il nous laissait un temps d'espace. Quand ils chantaient, nous on répondait, c'était magnifique. Voilà le genre de musique qu'on a besoin, des musiques qui enseignent, qui éduquent, qui sensibilisent en fait. Et avec la bénédiction qu'on lui a donnée, il fera un maximum de combles là-bas. 2h30 de prestations riches en couleurs et en émotions. Pour les artistes qui ont fait leur classe près de l'icône, c'est un honneur de participer à ce projet. C'est un plaisir énorme aujourd'hui de voir qu'il va fêter ses 40 ans de carrière à l'Olympia, à Paris, et qu'il en ramène avec lui tout son orchestre et même ceux à qui il a donné l'opportunité, comme moi, de devenir des artistes aujourd'hui. C'est déjà un très grand spectacle qu'il a donné à ses compatriotes ici, à son public, à Douala, à l'Institut français. Et nous sommes très fiers du grand frère de la légende vivante. Bendika a tenu à avoir la bénédiction des siens à travers ce concert avant de s'envoler pour Paris. Je suis assez traditionnaliste. Il était normal qu'avant de partir, que je le fasse ici à Douala. Je pense que l'Olympia, par rapport à ce qu'on est en train de faire, soit multiplié par 2. Là, c'est les prémices de l'Olympia. Le 4 mai à l'Olympia de Paris en France, l'icône Bendika célébrera ses 40 ans de carrière. Une première pour l'artiste dans cette mythique salle de spectacle. Et le Palais polyvalent des sports de Yaoundé accueille un spectacle géant de Mbolé le 26 avril prochain. Un spectacle dédié à ce mouvement né dans les quartiers populaires de la ville. Une affiche de rêve avec des figures marquantes de ce rythme comme Petit Beaux-Arts, Petit Malo. Les contours de cet événement Mbolé parti hier au cours d'un échange avec la presse dévoilé dans cet élément de Joël Jom 3 et Michel Foucault. Ceci n'est qu'un avant-goût du spectacle qui attend le public de Yaoundé le 26 avril prochain au Palais polyvalent des sports. Le concert dénommé Mbolé Party, réunissant une panoplie d'artistes Mbolé, partageant la scène avec des noms bien connus à l'instar de Kamini et Bad Nova. Rendez-vous le 26 avril au Palais des Sports Yaoundé pour le Mbolé Party. Une manière pour l'organisation de promouvoir la culture camerounaise. Nous voulons promouvoir nos talents locaux. Le Mbolé en a besoin, le Mbolé a besoin de crédibilité, le Mbolé a besoin de force. L'échange avec la presse de ce 16 avril autour de la tenue de cet événement a donné lieu à un mini-spectacle. En guise de mise en bouche, plusieurs visages se succèdent sur le podium. C'est la musique qui sort de nos racines. C'est un mouvement très fort. Il faut juste qu'on puisse continuer à travailler pour pouvoir exporter cette musique. Voir le rythme Mbolé en prime au Palais des Sports de Yaoundé pour Petit Beaux-Arts, un grand pas de franchi. Pas seulement pour moi, mais pour tout le mouvement Mbolé, on va se sacrifier parce que ça arrive rarement de nous voir assemblés. Surtout entre nous les membres du mouvement, ça c'est pour toute une première et on va donner le meilleur de nous. Venez, voilà chose. Le 26 avril prochain, le rythme Mbolé écrira une de ses plus belles histoires au Palais polyvalent des sports de Yaoundé avec environ 5000 témoins. Au Gabon, une nouvelle page de l'histoire s'écrit avec l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du pays. Une actualité qui résonne aussi au sein de la diaspora camerounaise établie à Libreville, où l'espoir et l'enthousiasme sont palpables. Ces derniers, en saluant le déroulement du scrutin au Gabon, émettent le vœu que ceci se produise également dans leur pays d'origine, le Cameroun. Le reportage de Michael Tipio et Enguerrand Toa.
Pour de nombreux Camerounais vivant à Libreville, ce scrutin marque un tournant, celui d'un renouveau démocratique et d'un peuple qui reprend la parole. Moi, en tant que Camerounais résident au Gabon, je pense que ça s'est très bien passé. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions parce que toutes les conditions étaient réunies. Déjà, vous avez constaté que les frontières n'étaient pas fermées, Internet n'était pas coupé et aussitôt qu'on a fait les élections, dès le lendemain, nous avons eu les résultats. Depuis près de 30 ans, j'ai vécu quelques élections. Bon, je n'ai jamais vu certaines élections au Gabon transparentes comme ceci. Donc seulement ça s'est bien passé, très facile. La communauté camerounaise, bien intégrée dans le tissu social gabonais, suit de près cette transition politique. Entre admiration et projection, c'est toute une génération qui rêve d'un changement similaire au Cameroun. Qu'au niveau du Cameroun, on essaye de copier l'exemple du Gabon, notre pays d'accueil. Ici, vraiment, c'est super bien, ça s'est super bien passé et puis nous nous sentons heureux. Par la même occasion, pour notre côté au Cameroun, nous souhaitons également que les mêmes choses puissent au moins se passer de ce côté. En attendant que ce rêve devienne réalité au Cameroun, ces expatriés saluent l'audace du peuple gabonais et adressent leurs félicitations à celui qu'ils considèrent désormais comme un symbole d'espoir pour toute l'Afrique centrale. C'est quelque chose de formidable que nous ne pouvons que souhaiter aussi que cela se passe comme ça au Cameroun. C'est une leçon que le Gabon a donnée à plusieurs pays dans le monde et notamment au Cameroun à côté qui dans quelques mois aussi va devoir organiser des élections présidentielles. Un souffle nouveau traverse la région. Au-delà des frontières, les peuples s'observent, s'inspirent et rêvent ensemble d'une Afrique plus juste et plus démocratique. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.